Bonjour à tous, je suis avec Jean-Louis Fréchin, designer, bonjour, et Daniel Kaplan, acteur de l'innovation numérique. J'ai bon? On va dire que oui. On va dire que oui. Alors, on continue cette discussion qu'on a eue sur le transport, l'avenir des transports, notamment dans le spatial, puisque c'est ça qui va nous intéresser surtout. J'ai une question pour vous, Daniel, d'abord, c'est que en tant que spécialiste du numérique, on a parlé d'Elon Musk tout à l'heure et de Jeff Bezos. Comment vous analysez le fait que les géants du web se soient à ce point investis dans les transports, enfin soient sortis vraiment du web et du numérique pour investir autant dans les transports et notamment dans les transports du spatial? Je vais donner 2-3 raisons différentes. Et d'ailleurs, vous noterez qu'ils sont tous à la fois dans le spatial et dans certains aspects des transports terrestres. Musk, évidemment, oui, avec la Tesla, Google avec la voiture automatique et Planetary Resources, et Amazon avec les drones, en tout cas du côté de la livraison. Et donc, premier aspect, c'est parce que c'est des gens qui fonctionnent aussi au rêve. Et ils sont nourris de science-fiction, comme probablement les ingénieurs, sauf qu'eux, ils l'admettent. Oui. Et ils disent, on va faire un truc. Voilà. Donc Musk, pourquoi il fait SpaceX? Pas pour faire atterrir un lanceur, mais pour coloniser Mars. Alors, son raisonnement est un peu zarbi après, parce qu'on doit coloniser Mars parce qu'on va saloper la planète Terre. Mais je ne crois pas qu'il dise ça, parce que sinon... il dit c'est l'avenir de l'humanité. Il dit que c'est l'avenir de l'humanité, mais dans le même temps, il a construit, il fait Solar City, il fait les voitures électriques, il transforme quand même l'économie. Il est contradictoire, nous sommes d'accord, mais je pense que fondamentalement, il y a chez lui, chez Peter Thiel, qui fait les îles flottantes, etc., un profond pessimisme sur notre capacité systémique à faire au-delà de la technique. Mais bon, en tout cas, donc ils rêvent. Oui. Ils sont dans cette puissance du numérique qui est que quand on pense qu'on pourrait faire un truc, on le teste tout de suite. Et en plus, on essaye de trouver une forme de modèle économique qui permet de le faire à peu près. Voilà. Et donc on crée une boîte, et donc on lance, et puis ça plante pas, etc. Et donc on est toujours à la fois dans l'expérimentation et dans le rêve. Et ça, c'est une puissance incroyable. Et puis le troisième point, c'est qu'ils maîtrisent des manières d'innover. C'est probablement ça qui, aujourd'hui, est le plus frappant quand on regarde ça et les acteurs traditionnels du spatial. Qui est profondément différente. Enfin, quand on voit Planetary Resources qui dit bah, tiens, on va faire un nouveau satellite, on va le crowdfunder, et si vous mettez plus de 1 500 $, vous pourrez envoyer la photo de votre chat dans l'espace. Oui. Vous racontez ça à un ingénieur du CNES, il dit ah bon, d'accord. C'est pas comme ça que nous, on allait chercher, négocier longtemps avec le client machin, et puis on parlait en centaines de milliers ou en millions d'euros. Les deux restent vrais, hein, mais vous voyez qu'on a des manières d'entreprendre qui sont profondément différentes et qui font que c'est pas seulement qu'on fait du low cost. C'est que quand on entreprend comme ça, en fait, on explore des fonctions, des possibilités différentes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein, le tourisme spatial, le minage d'astéroïdes, etc. C'est deux visions du monde différentes, en fait. C'est des visions, je ne sais pas si c'est des visions du monde différentes, mais c'est des manières d'interconnecter une aspiration, un rêve et des chemins pour le réaliser qui sont profondément différentes et qui, chemin faisant, produisent des résultats assez profondément différents. Et quel est votre avis là-dessus, si vous en avez un? Non, bien sûr. J'ajouterai un quatrième point au propos de Daniel, qui est une intégration profonde à ce qu'est la culture américaine, qui est une culture de pionniers. Et une culture d'individus. On l'a vu au moment de la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu avec la quête du pétrole, l'expression de soi dans un projet qui nous dépasse. C'est important. On peut ajouter aussi ce que je disais tout à l'heure, le fait que le numérique et la communauté scientifique et les amateurs, comme dans l'astronomie d'ailleurs, se sont intéressés au spatial très vite, à l'école et dans les clubs, que très vite on a eu des concours avec des satellites, que ces satellites sont devenus open source avec de l'électronique hardware elle-même open source, et qu'il y a une sorte de commoditisation, c'est-à-dire de tickets d'accès plus simples à des altitudes de plus en plus élevées pour aller jusqu'au spatial. Et finalement, Amazon ou Tusk, Bezos ou Tusk, ne sont que finalement les conséquences de cette nouvelle culture plus simple, moins régulée, moins administrée, comme les grands programmes spatiaux européens
ou les grands programmes spatiaux russes ou américains, vers la manière dont on fait des choses dans le numérique, c'est-à-dire des communautés. Le moteur est gratuit, la transformation, elle, crée de la valeur. Ça, on en a l'expression absolue. Et c'est peut-être aussi pour ça que Musk a mis en open source certains brevets de Tesla, vous pensez? C'est une culture en fait? Alors de Tesla, bon, c'est plus compliqué, mais en tout cas l'Hyperloop, oui, l'Hyperloop aussi, qui est donc un projet qui a des occurrences, des forks, comme on dit en open source, qui permettent d'avoir plusieurs projets open loop dans le monde. C'est un état d'esprit, c'est une nouvelle manière de faire les choses, plus distribuée, pour employer des mots du numérique, plus aplatie, moins centrée, qui a été un des grands moteurs de, je vais parler comme quelqu'un de marketing, de réenchantement de l'innovation depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire de faire les choses autrement avec des acteurs qui sont différents et tout petits. C'est surtout ça qui est fascinant. La plupart des choses qu'on voit ici, qui ne sont pas forcément spatiales, qui sont dans le domaine de l'aérien. Il y a des voitures volantes, il y a des wingsuits. Des drones, des plateformes, des overboards, des choses comme ça, des motos volantes. C'est des toutes petites entreprises. C'est des PC qui volent, qui administrent en temps réel finalement de la puissance et de l'énergie. Hein, le croisement de la révolution du moteur électrique avec la révolution de l'informatique qui fait des nouveaux objets. Et dans le spatial, se passe un petit peu la même chose. Le seul domaine pas touché, c'est vraiment le transport civil, très régulé, qui lui est un peu étanche à tout ça quand même. Et vous ne pensez pas que justement le transport spatial, justement, ces géants du web qui essayent de développer le tourisme spatial va pas démocratiser le transport spatial, le tourisme spatial comme l'avion par exemple? C'est mon rêve. Philippe Stark s'est battu pour travailler sur le projet avec Virgin, vraiment pour travailler sur l'intérieur de l'objet, tout à fait, et sur l'extérieur. Il s'est vraiment battu pour le faire et bon, il y a un petit peu de retard. Moi, c'est un de mes rêves pour une raison toute simple, il y a deux modèles qui me fascinent. Il y a le modèle 2000 Odyssée de l'espace où la machine contrôle l'homme, ou le modèle Star Trek où il y a une cohabitation pacifique entre les machines et les hommes. C'est le modèle Star Trek qui m'intéresse. Mais designer les interactions, la manière de vivre, la qualité de vie dans ces objets de voyage m'intéresse au plus haut point. Je suis architecte, je suis designer. C'est des objets qui parlent de ce que j'adore. Et puis Raymond Loewy, qui avait dessiné le Skylab, a été le précurseur des longs vols habités dans l'espace, avec une phrase qui m'avait marqué. Un astronaute américain avait dédicacé un dessin, une aquarelle de l'agence de Raymond Loewy, et il y avait marqué sur cette gouache, merci de nous avoir aidés à rester humains. C'est-à-dire que Loewy avait conçu les toilettes pour vivre dignement comme un homme ou une femme dans l'espace, et que ça avait été un des éléments les plus importants de l'expérience de Skylab. Mais j'avoue que pour l'instant, sur le tourisme spatial, je suis ambivalent parce qu'évidemment, on peut pas nier la part incroyable de rêve et le défi extraordinaire que ça représente. De l'autre côté, si ça se limite à permettre à quelques milliardaires de consommer une énergie absolument incroyable pour aller passer quelques heures au-dessus de la Terre, au-dessus des autres abrutis, pour le dire comme ça, bon, moyen, quoi. Ou alors, on se dit que peut-être... Alors, imaginons, par exemple, je tire la ficelle. Hein. Oui, avec joie. Quand les gens qui, aujourd'hui, voient la situation qu'on fait au très petit nombre de réfugiés que l'on a aujourd'hui dans le monde, qui est en gros probablement 10 fois, 50 fois, 100 fois inférieur au nombre de réfugiés qu'on aura d'ici quelques dizaines d'années, pour des raisons notamment climatiques, sont en train de dire, alors est-ce qu'on créerait des pays nouveaux? C'est déjà arrivé dans l'histoire, ça s'est bien passé ou pas bien passé. Est-ce qu'on créerait des pays nouveaux? Et évidemment, les gens qui ont ces terres-là disent bah ouais, mais nous on y est. Même si elles sont vides, c'est les nôtres, etc. Donc, est-ce qu'on peut commencer à imaginer que si on sait faire voler de manière automatique des trucs qui une fois qu'ils ont décollé, consomment très peu d'énergie fossile ou pas, que existerait à ce moment-là, probablement à une certaine altitude, problème à gérer avec la gravité, existerait des choses qui voleraient pendant très longtemps, qui n'atterriraient jamais, qui auraient éventuellement des capsules qui, elles... à ce moment-là, on peut commencer à se dire, alors on commence à travailler le tourisme spatial pour ça. Mais si c'est juste une capsule pour que quelqu'un se mette un casque et prenne son pied, c'est moyen. Donc, essayons de l'imaginer comme le prélude à l'histoire que je viens de raconter et 15 autres. Bien sûr. Mais à des histoires dans lesquelles
on n'est pas juste à aller voir, on sort pas ou on sort, on fait une sortie encore mieux, voilà, à la Thomas Pesquet, et on redescend et c'est le saut à l'élastique puissance 2000 et en bien plus cher. À ce moment-là, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Ça peut commencer à devenir, disons pour le dire autrement, le spatial, ça reste probablement ce qui est le plus unificateur comme projet technologique possible pour l'humanité. Bien sûr. Mais pas le tourisme spatial aujourd'hui. Oui, qui est plus clivant. Est-ce qu'on sait essayer d'imaginer quelque chose qui serait unificateur? Pourquoi pas, voilà, on va sur la Lune et on y fait des choses, etc. Je ne sais pas quoi. Un village lunaire, par exemple. Et dont, à ce moment-là, le fait de commencer par des touristes qui ont les moyens est en fait une manière de financer de l'expérimentation de la R&D, y compris, bien sûr, sur l'expérience vécue et pas seulement sur la propulsion, l'atterrissage. D'ailleurs, on parlait de Bezos et d'Elon Musk, mais Paul Allen, génération avant, papy du numérique, finance sur ses deniers propres un avion à très très haute portée qui vole en altitude très élevée, qui est un lanceur de fusées, donc à des altitudes qui vont économiser l'énergie pour échapper à la gravité terrestre. Donc l'élément de coût énergétique va être vraiment optimisé. C'est lui déjà qui avait financé l'avion qu'avait racheté Virgin Galactic, le Starship. Tout à fait. Mais quand on voit le dernier modèle avec sa grande envergure, etc., il y a et les deux nacelles, il y a des effets de similitude. Hein, c'est Rutan, le designer. Après, je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Aller dans l'espace, c'est pas une échappatoire. Et c'est pas du spectacle. Souvent, l'espace, c'est pour ça que la science-fiction comme modèle inspirant peut vite sombrer dans le spectacle. On répond à des enjeux. La conquête, l'exploration, comme les Portugais quand ils ont découvert le monde, peut être un enjeu. Mais le côté Disneyland dans l'espace, pas forcément intéressant au regard de l'impact énergétique que ça peut avoir. Par contre, les défis humains de confinement, de design, de vie, et puis de territoire à creuser pour des raisons sociales, politiques, scientifiques, etc., sont tout à fait intéressants. Encore une fois, à condition que l'espace ne soit pas la solution au problème qu'on n'arrive pas à régler sur Terre, parce que là, on va se tromper à chaque fois. Évidemment. Moi, j'ai regardé attentivement l'allocation d'Elon Musk en septembre dernier, donc, où il présentait son idée, sa vision de voyage interplanétaire. Donc, lui, il ne s'occupe pas des infrastructures sur Mars. Lui, juste, il veut faire des taxis de l'espace, quoi. Et donc, on a vu ces magnifiques engins parfaitement designés, très jolis, avec des courbes, etc. Et est-ce que vous pensez que ça fait partie du rêve, justement, de voir des jolies choses, des jolies fusées, des jolis lanceurs, des jolis intérieurs? Alors, le design d'un avion ou le design d'un engin spatial avec la partie payload, avec des humains dedans, comme on dit dans le monde de l'aéronautique, ça ne doit pas être celui de l'automobile où des stylistes, des sculpteurs, tout à coup décident qu'une interface est comme ça. J'ai eu une discussion hier avec un designer de Peugeot, c'était absolument pathétique. C'est pas une question de joli, c'est une question d'intéressant, de bon, d'efficace et de profondément humain. Alors le beau fait partie du profondément humain, mais c'est pas la finalité. Vivre pendant 3 ans avec des gens dans un environnement confiné, c'est un vrai problème à résoudre. Oui, c'est pas un problème de courbe, de choix de moquette, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est ce qu'avait très bien fait Raymond Loewy sur le Skylab, et d'ailleurs sur le Concorde aussi, puisque suite au Skylab, il a fait l'intérieur du premier Concorde, qui est très étroit, les gens avaient un peu angoissé. Et il avait donc fait un espèce de plafond noir pour ouvrir l'espace, pour voir qu'on n'était pas enfermé, qu'il y avait quelque chose au-dessus et qu'on ne voyait pas la limite. Ça, c'est important. Mais si c'est pour faire, encore une fois, dans le spectacle d'une science-fiction qui est comme un concept car automobile dans un salon à Genève, là, je crois qu'on se trompe de sujet. Il faut faire rêver, mais pas comme ça. On peut faire rêver avec de l'intelligence aussi. Oui. En revanche, bien sûr, mais en revanche, il faut peut-être qu'on se dise que le moment où ces voyages sur plusieurs mois deviendront non pas des choses exceptionnelles, réservées à un petit nombre de personnes hyper entraînées, etc. Ouais. Le Skylab, la station spatiale, etc. Il y a eu un travail déjà extraordinaire de fait, mais malgré tout,
il faut s'entraîner pendant des années, et pas seulement d'un point de vue physique, mais non. aussi psychologique, mental, voilà. bien Parce sûr. qu'on sera quand même dans un espace qui, par force, est ultra confiné. Si ça devient courant, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Ça doit devenir quelque chose d'accessible à des gens moins entraînés. Oui. C'est ça la clé. Et à partir de là, c'est pas seulement que ce soit beau. C'est que probablement, enfin, si vous voulez, aujourd'hui, même dans une bonne partie de la science-fiction filmée, la meilleure analogie quand même pour un vaisseau spatial, c'est un bateau de guerre. Vous voyez, c'est métallique, c'est fonctionnel. Ils les appellent les boîtes de conserve, hein, d'ailleurs. Et techniquement, on comprend très bien pourquoi on fait ça comme ça aujourd'hui. En faisant ça comme ça aujourd'hui, les gens se sont déjà pas si mal débrouillés, mais c'est pas du tout imaginable que ça devienne quelque chose de normal demain pour des gens à nouveau qui ne passent. Et on ne peut pas imaginer que si on a des colonies, par exemple, si je pousse, que chaque personne qui va y aller s'entraîne d'abord pendant 5 à 10 ans de sa vie. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, donc, on parle d'autres espaces qui sont forcément plus grands, qui sont forcément moins fonctionnels, moins fonctionnalisés, moins purement utilitaires. Les modules gonflables, par exemple, comme il y en a un en test. Personnalisables, etc. Et donc, si on fait ça, on peut, par exemple, et c'est là où on revient à Musk ou à Allen, des trucs aussi gros ne peuvent pas à chaque fois décoller de la Terre. Donc en plus, on crée une espèce d'infrastructure intermédiaire qui fait que c'est déjà à tel endroit, qu'il y a des transports courts, pendulaires, pas pendulaires, etc. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Et tout ça se dessine, y compris du point de vue de ce qu'on vit dedans, de manière très différente. Si j'y passe 3 heures pour aller à la station, je peux être assis sur un machin et regarder un film, et avoir quand même un petit coup d'accélération dans les pattes. Mais 3 ans, c'est pas la même expérience. Mais 3 ans, c'est juste inimaginable. Et c'est pas seulement pour une question physique, la pesanteur, etc. C'est que les gens s'étriperont sinon si on ne travaille pas. Oui, c'est vrai. Il y a 2 enjeux qui me semblent importants pour permettre cette vie spatiale pendant des durées importantes, et qui n'est plus du tout de la science-fiction, qui est très concret aujourd'hui. C'est de considérer qu'on ne peut plus faire des systèmes techniques dont les gens qui l'utilisent sont formés pendant 5 ans pour les utiliser. Je vais prendre un exemple. Un jour, j'ai rencontré un monsieur de la Direction Générale à l'Armement qui m'a dit « Voilà, j'ai un problème, nos soldats ont des iPhones. Et donc, ils ne peuvent pas utiliser les matériels qu'on leur fournit. Je ne vais pas citer les marques qui les fournissent, mais vous pouvez les trouver dehors. » Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'empowerment, c'est la capacité à donner aux gens de manipuler des objets complexes très vite par rapport non pas à de l'intuitivité, mais des habitudes qu'ils ont déjà. Ça vaut pour tous les systèmes. On est habitué à des systèmes complexes qui sont très grand public. Les systèmes spécifiques, on ne peut plus les utiliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est plus que des ingénieurs vont fabriquer des objets complexes qui vont vivre dans des environnements hostiles pendant longtemps. Bien sûr, ça doit être des ingénieurs à haut niveau scientifique, capables de résoudre des problèmes, mais il leur faut, d'un point de vue de l'éducation qu'ils reçoivent, une formation à des problèmes mous, à des problèmes humains, à des problèmes psychologiques, au moins la conscience que ça existe. Il leur faudrait des cours d'éthique et de philosophie. Alors on résume toujours à ça, c'est-à-dire c'est une question. Non, c'est une sorte de néo-solutionnisme, ça. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut dans les projets systématiquement les impacter par des questions qui ne sont pas des questions simplement techniques et scientifiques. Puisqu'il va y avoir des chefs de projet, il va y avoir... Quand Roger Betteil, le père de l'Airbus A300, a conçu l'avion, c'est le dernier ingénieur qui est maître de l'avion dans son ensemble. Aujourd'hui, il y a des bouts de chefs de projet qui additionnent, et puis celui du haut, il compare les plannings. Roger Betteil a la vision globale. Et dans sa vision de l'avion, le côté passager, alors il y avait les Allemands qui l'impactaient beaucoup, le côté passager, le côté commercial de l'avion était important. C'est pour ça que l'A300 a été un succès, il a mis longtemps à démarrer, mais a été un vrai succès. Et dans le vol spatial, la question humaine, elle est importante. Primordiale même. Primordiale. Pourquoi on fait le vol spatial? C'est militaire, bon, c'est scientifique, c'est au contraire de créer des espèces de nouveaux pays miroirs ailleurs, pacifiques. Donc là, la philosophie est importante. Mais c'est l'éducation de tous ces scientifiques qu'il ne faut pas considérer comme des agents de résolution de problèmes, mais vraiment plutôt comme on les considérait au 19e siècle. L'ingénieur français, pour parler de ce que je connais, c'était quelqu'un qui avait une formation dans les humanités et dans la science et qui était chargé de mettre la science dans la vie quotidienne, des forces du progrès.
Il ne faut pas l'oublier, ça. Aujourd'hui, on a fait des spécialistes. Ça doit vraiment être des gens qui ont une capacité de pensée systémique avec les problèmes mous, les problèmes humains. Mais dès l'adolescence, on nous demande de choisir entre une filière littéraire et scientifique, alors que ce n'est pas forcément antinomique. Enfin, ça n'a aucun sens. Sans parler de la quasi-absence d'éducation artistique, ou de son absence totale dans les sections nobles des lycées, ce qui provoque, par exemple, chez des amis britanniques, leur système a d'autres problèmes, mais des regards incrédules. On peut ne pas faire de l'art quand on est un ado et qu'on apprend des trucs. Ouais. Mais comment est-ce imaginable? Qu'est-ce qu'on produit? On est absolument d'accord là-dessus. C'est pour ça que, effectivement, la réponse de Jean-Louis était vive à éthique et philosophie, au sens où c'est pas seulement qu'il faut se dire mais l'homme dans tout ça, c'est une compétence. C'est une compétence d'interaction entre des systèmes humains et pas humains, sur l'interaction entre humains. C'est des compétences sociologiques, psychologiques, et peut-être effectivement une perception du beau, non pas comme un truc normatif, heureusement, mais comme une relation entre des personnes en plus différentes les unes des autres, et le sens de ce qu'ils ont autour. Il y a une anecdote qui m'a marqué, que j'ai adoré. J'ai eu la chance de travailler 2-3 fois pour l'ONERA, donc l'Office national de la recherche en aéronautique et aérospatiale. Et il y avait dans le hall d'entrée une maquette d'Hermès qui a été testée en soufflerie, donc toute noire, un peu brutale, etc. Et je sortais de réunion avec des gens qui me disaient « mais les souffleries physiques, ça ne sert plus à rien, numérique ». Enfin, je ne voyais plus de rêve. Et je parlais de comment Concorde avait créé une espèce de pensée systémique, poétique dans les années 60 à l'ONERA. Et je disais « il faut faire pareil pour la 380 ». Et un type me reprend « mais monsieur Fréchin, la 380, il fait rêver, on sait pourquoi les avions volent grâce à lui. C'est pas du rêve, c'est de la science. Vous taisez, au revoir, terminé ». Bon, un peu dur, et je sors donc, je vois ma maquette Hermès, et je vois écrit à la craie dessus « Un jour, je serai l'Enterprise heureux ». C'est-à-dire qu'un ingénieur de l'ONERA, qu'on avait peut-être marre de se dire « avait montré qu'il était non pas un scientifique, mais qu'il savait à quoi servait son truc ». Donc l'Enterprise, un projet de société heureux, c'est-à-dire que l'enjeu final, c'était pas juste de faire l'Enterprise, donc un espèce de complexe par rapport à ce qu'étaient les Européens, mais heureux, c'est-à-dire avec un projet de vie derrière. Et ça a sauvé ma journée. Ah bah oui, je comprends. Alors, je ne sais pas exactement quels âges vous avez. Je ne sais pas si vous avez assisté au premier pas de l'homme sur la Lune. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, j'ai des souvenirs très très parcellaires, mais oui. Moi, oui. J'y ai assisté dans un contexte intéressant, mais qui probablement résume bien les choses. Je vais tout vous raconter, j'étais en Alsace. La résidence où on était en vacances n'avait pas de télé, pas d'eau courante, etc. Mais les fermiers d'à côté avaient pas d'eau courante non plus, mais ils avaient la télé. C'était des fermiers alsaciens, très traditionnels, tout petits, très pauvres, probablement pas super alphabétisés d'après l'expérience que j'en avais. 65 ans, 70 ans, ils étaient devant la télé avec leurs enfants qui allaient prendre leur suite et nous. Et on était aussi gamins tous devant ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment d'unification de gens qui avaient des expériences de vie, des niveaux de culture, je veux dire, ces fermiers-là étaient nés à la fin des années 1800. Ben oui, du coup, à la fin du 19e vous voyez siècle. La différence d'expérience par rapport à moi qui avait 7 ans, on était pareil. Et effectivement, ça, je pense qu'il y a quelque part un enjeu. C'est presque le seul endroit où, on ne va pas reproduire exactement ça, mais c'est presque le seul endroit où ça reste à peu près possible. Et on était pareil, et probablement avec des gamins, là où il y avait des télés, en Afrique, ailleurs, bien sûr. aux Philippines, etc. Tous humains, quoi. Et c'était l'enjeu, c'était ce qu'avait espéré aussi Stewart Brand le jour où il a publié la première photo. Il a fallu militer auprès de la NASA pour qu'elle libère des photos de la Terre tout entière en disant si on montre la Terre vue de l'espace comme un tout, les gens vont commencer à se percevoir comme humains. C'était un peu plus compliqué que ça, mais il y avait quand même une idée assez forte autour de ça. C'est le seul endroit où ça peut exister comme un rêve et pas seulement comme une contrainte, c'est-à-dire la planète est dans une mauvaise situation, il va falloir qu'on fasse autre chose.
Je pense que ça vaut la peine d'essayer de retrouver cette puissance-là. Ah bah, j'espère le vivre, moi, avec Mars, de mon vivant, ouais, du coup. L'aérodynamicien d'essai du Concorde, Philippe Poisson-Caton, qui était directeur honoraire de l'ONERA, que j'ai rencontré, qui était âgé, qui ne travaillait plus, m'avait dit finalement ce siècle, le XXe siècle, c'est un siècle qui nous a permis, et donc qui est le siècle de mes grands-parents, c'est le siècle qui nous a permis de passer de 0 à 28 000 km/h. Oui, donc le vol des Wright, mais on va dire que l'aviation sous la forme contemporaine a été plutôt inventée en France. Donc le vol de Farman, premier kilomètre. Concorde, Mach 2 avec 100 personnes dans le confort à la française du Parisien spécial dont on parlait tout à l'heure. Puis la navette spatiale, 28 000 km/h en orbite. Et finalement, en moins d'une vie d'homme. Oui. En moins d'une vie d'homme, ce qui est absolument extraordinaire. Des défis comme ça, on a la chance de connaître les années Internet, les années numériques, qui sont aussi un défi extraordinaire, sachant que l'aviation, c'est cette deuxième révolution industrielle de la maîtrise de l'énergie, mais la symbolique associée à cette deuxième révolution industrielle, le numérique n'a pas encore trouvé son symbole aujourd'hui. Ce sera peut-être le voyage sur Mars. En tout cas, ce 0 à 28 000 km/h, c'est l'obligation d'associer des symboles. Alors les symboles, ils se déclarent d'eux-mêmes des symboles. Hein. Tour Eiffel, l'âge du fer. Oui. Farman, voisin, la navette spatiale en passant par Concorde. Et puis, quels seront les symboles du numérique? Est-ce que ça va être une utopie humaine, le voyage sur Mars? Mais on a besoin de symbolique aussi, autant que de rêve. Les symboles sont nourris par le rêve, souvent. Et justement, le spatial vous fait-il toujours rêver, si tant est qu'il vous ait fait rêver un jour, d'ailleurs? Alors, dans l'absolu, oui. Dans son quotidien d'aujourd'hui, pas assez. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est technocratisé énormément, parce qu'il s'est spécialisé, utilitarisé, etc. Que justement, on dit ah ben non, on ne va plus envoyer des gens, sauf éventuellement sur la navette, mais ça ne sert à rien, les robots ça marche mieux, tout ça. Et parfois, Parfois c'est vrai. Parfois c'est vrai, mais on sait très bien que ça servait pas forcément à grand chose de mettre quelqu'un sur la Lune, sauf à tout ce à quoi ça a servi. C'était dans un contexte de guerre froide, donc c'était autre chose. Mais vous voyez bien que donc ça a servi à quelque chose, oui, mais qui n'était pas scientifique et technique. Et alors, c'est déjà arrivé sur pas mal d'autres sujets. Donc, ce que je trouve intéressant et qui est un vrai signal de rappel important pour les acteurs européens, c'est justement qu'on aime ou pas leurs rêves, les nouveaux entrepreneurs du spatial, eux, ils y viennent avec du rêve. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ils recrutent sur du rêve. Regardez les films dans lesquels vous voyez leurs équipes. Ils ont des tronches de geeks. Ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des tatouages, ils ont des machins, etc. C'est la nouvelle frontière du geek qui a envie de faire autre chose que des apps. Alors, il y en a des formidables, hein, celle qui fait lui, mais en général, c'est bon, voilà, un défi. Voilà, cette nouvelle frontière, ça peut être là, ou en tout cas, c'est dans des trucs qui volent, etc. Et donc, il peut y avoir un rêve, mais probablement, en effet, en le start-upisant un peu, au sens où, justement, on se retrouve, on garde le lien avec l'ensemble du projet, et pas seulement avec le sous-ensemble sur lequel on bosse, par exemple, dans lequel on a des objectifs et on se raconte une histoire qui va au-delà de la stricte solution aux problèmes bien précis qu'on a à résoudre, etc. William Faulkner disait qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. C'était la phrase en ouverture d'un CD-ROM que j'ai fait sur l'histoire de l'aviation. L'espace devrait être pour l'Europe sa tour Eiffel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse ses propres frontières. Il y a une polémique terrible entre Thomas Pesquet et les scientifiques en disant « ce type n'est pas un militaire ». Ce type n'est pas un scientifique. Que les astronautes ne sont plus des militaires. Etc. Bon. Par contre, Pesquet, il a amené une chose, il a amené du soft power. C'est-à-dire qu'il a amené non pas de la com. Quoi. Voilà, il y a un problème, on donne des cours de philosophie, il y a un problème, on fait de la com. Non. Il a amené dans le projet de sa mission une part de rêve, d'enchantement pour des gamins, etc. Il a créé des vocations. Il a montré la Terre comme un amateur en le photographiant sur son temps personnel. C'est-à-dire qu'il a redonné une dimension d'utilité, de soft power, de rayonnement, de fierté commune, donc d'identité européenne à cette aventure spatiale. En France, hein, parce qu'avant il y a eu Samantha Cristoforetti en Italie, Tim Peake en Angleterre, Luca Barnett tout à fait, pour mais la France.
Non, mais il a aussi fait rêver des Portugais parce que quand il a fait rêver le monde entier, quand il envoie la photo du Portugal, les Portugais se sentent en hommage absolu. Mais il n'est pas le seul à avoir fait des photos, c'est juste ça que je veux dire. Non, mais tout à fait. Mais nous, en France, on est très rationnel, on est le pays de Descartes. Quand on envoie un militaire, il fait sa mission, au revoir, il revient, il exécute, terminé, il passe à autre chose. C'est vrai. Pesquet, il est pilote d'Air France, ça change tout. Pourquoi il est pilote? Parce qu'il avait lu Saint-Exupéry et Mermoz, on en revient toujours à la même histoire. Il a voulu être astronaute parce qu'il a vu L'étoffe des héros, le film qui raconte un peu cette histoire-là. Et c'est très important, ces trucs d'enfants. Oui, c'est de l'argent, oui, c'est très économique, oui, c'est très sérieux, oui, c'est de la science. Si on oublie la part de rêve, on ne fait plus rêver. Et la question, elle est bien celle-là. L'Europe, la France, mais qui fait partie de l'Europe, à nouveau, puisqu'on a un président qui a déclaré que l'Europe c'était important, doit faire rêver. On ne peut pas rêver si on ne fait pas rêver, ou si on n'a pas envie de le faire. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est la chose qui nous anime. Daniel avait la gentillesse de dire qu'on faisait des apps pas trop nulles. C'est un rêve de gamin. Nous faisons des applications pour les drones Parrot qui permettent à des passionnés d'aviation comme nous de faire ce qu'on ne peut pas faire chez Airbus parce que Airbus ne veut pas travailler avec nous, parce qu'on n'est pas assez scientifique, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, on n'est pas assez ergonome. Et donc on fait des systèmes complexes, très complexes, pour tout le monde. Donc on le donne à tout le monde pour faire voler un objet compliqué, pour faire des photos, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est incroyable. Et tous les projets spatiaux doivent être habités par cette notion-là. Je ne pouvais pas le faire, je peux le faire. Et ce n'est pas interdit. Il faut vraiment, utiliser les capacités de l'époque, mais la base de tout ça, c'est la confiance, l'éducation et vraiment dire que c'est possible. Et les acteurs, de l'aéronautique, ils ont un rôle. Alors, on est au Bourget, ils accueillent le grand public aujourd'hui, ça fait partie de cette éducation-là. Quand Boeing part, c'est pas vraiment... alors, ils sont américains, ils sont peut-être pas intéressés par l'Europe, mais c'est pas un symbole sympathique, je trouve. Peut-être pour prolonger ce que dit Jean-Louis, il y a une autre raison pour laquelle il faut que les acteurs du spatial se reprojettent vraiment un petit peu. C'est qu'ils sont concurrencés par des trucs qui volent beaucoup plus bas. Ce qui est complètement nouveau, c'était... Ok, tu veux faire de l'observation de la Terre? Bon, bah, peut-être qu'en fait, avec les 10 millions de drones grand public qu'il y aura qui prendront des photos, plus un peu de ballons, on fait pareil finalement. Et c'est sûrement pas vrai pour tout, mais il suffit que ça soit vrai sur une partie importante du marché qui fasse que l'autre n'est plus rentable pour que ce soit vrai pour tout. La donnée saisonnière, par exemple, sur l'agriculture. Et donc, il s'est passé quelque chose qui est qu'effectivement, il y a des alternatives ultra low cost, totalement bricolées, bricolées au sens amateur, plutôt, ou destinées aux amateurs. Les industriels ne les bricolent pas. Mais bon, elles tombent certainement beaucoup plus souvent en panne que les fusées, heureusement, pour les fusées. Oui. Mais c'est pas très grave parce que c'est un truc à 70 €. Bon, c'est vexant pour celui qui l'a acheté, mais c'est pas un problème systémique. C'est moins d'implication. Et donc là, c'est pareil, on est dans un autre monde de qualité beaucoup plus faible, nombre infiniment plus grand, participation de gens, y compris émotionnelle, qui peut devenir puissante. Enfin, je veux dire, les travaux de cartographie collective, de catalogage des toits et de l'orientation des toits pour le solaire, etc. Ouais. Il y a quelque chose là qui est à l'œuvre et à quoi à la fois le spatial doit se reconnecter, et il essaye, mais aussi qui l'oblige à se projeter plus loin, parce que des choses qu'il était seul à pouvoir faire... on ne fait plus du spatial comme on le faisait dans les années 60, 70 ou 80. Non, mais donc il faut que l'imaginaire suive. Et oui. Mais il faut penser, c'est arrivé dans l'automobile, c'est un exemple intéressant. On a exclu les gens de la possession de leur objet, c'est-à-dire qu'ils ont l'interdiction de toucher au moteur de la voiture qu'ils ont achetée. Ah oui, c'est vrai. Donc on ne peut plus labourer la voiture. Et si dans des voitures, on ne la conduit plus, on est encore plus exclu. Dans l'aéronautique, si on enlève les pilotes, ils sont en grève. Si on enlève les pilotes, comme la photo que je montrais tout à l'heure de la 380 sans cockpit devant, si on envoie des engins spatiaux sans humains, sans pilote, on ne s'intéresse plus, ça devient des commodités. Donc la présence de l'homme dans les systèmes techniques est importante pour créer aussi une utilité à ces choses-là. Enfin, une utilité, une existence à ces choses-là, ce qui est beaucoup plus puissant d'un point de vue philosophique. Si on exclut l'homme des systèmes, on en fait des machines économiques qui n'ont qu'un rôle, c'est de produire de l'économie et de la valeur directe. Si on y met des hommes, il y a une capacité à résoudre... Des humains, pardon. Enfin, des hommes au sens des humains, H. Voilà.
on a la capacité à faire rêver, et puis à dire aussi que la technique n'est pas infaillible. Le programme Apollo nous l'a montré, oui, bien sûr. qu'à un moment, l'homme dans le système permet une capacité d'improvisation que les systèmes techniques n'ont pas. Non, clairement. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les robots. Et d'ailleurs, les robots, par exemple, sur Mars, ou Rosetta, Philae, etc., qui ont autant... Plus les robots sont personnifiés par les services de communication des agences spatiales, plus ils ont de succès auprès du grand public. Donc on a vraiment besoin de se projeter en tant qu'être humain, même sur des robots à des milliards de kilomètres. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour cette conversation passionnante. Merci. Merci.